Je suis dans la forêt noire au printemps. Quoi de plus concret qu'une promenade dans la nature? Et pourtant aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de complètement virtuel. Salut, c'est Guillaume. Je suis en pleine promenade donc dans la forêt noire et aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence artificielle, vous le savez sûrement, puisque vous avez pris cette formation et d'ailleurs merci de l'avoir prise. Et donc c'est une formation assez spéciale parce que jusque-là je vous ai parlé plus d'administratif, de gestion des finances et aujourd'hui c'est une formation clinique pour vous expliquer un peu à quoi, même pas qu'un peu, beaucoup, à quoi peut servir l'intelligence artificielle en orthophonie et quel est le bénéfice que vous pouvez en tirer. Et il y a un bénéfice concret et c'est ça qu'on va regarder. Alors en orthophonie on voit bien depuis la sortie de ChatGPT qui a complètement vulgarisé l'intelligence artificielle. La réaction des collègues a été plurielle. La principale réaction que je vois, c'est l'indifférence. L'indifférence parce qu'on n'a pas forcément fait ce métier-là pour parler à des machines, pour parler avec des machines, avec le patient. On est dans l'humain, nous, on n'est pas dans le 0 et le 1 du binaire, du codage binaire. On n'est pas du tout branché là-dessus. En fait, l'informatique a mis du temps elle-même à percer dans notre métier. Moi, quand j'étais en stage en libéral en 1991, mon maître de stage était un des rares, et c'est pour ça que j'avais voulu aller chez lui, un des rares à utiliser l'informatique concrètement dans ses séances, et pas seulement pour l'administratif, pour taper ses comptes rendus, ou faire sa compta. Non, il utilisait déjà beaucoup l'informatique en orthophonie. Alors que la plupart des collègues étudiantes ne voyaient absolument pas ça dans leur stage. Ça existait, mais c'était quand même pas ce qui était le plus général. Et donc pendant toutes les années 90, ça a été comme ça. C'était quelque chose. Il y avait des éditeurs quand même. Il y avait Gérip, il y avait la Desprio par exemple, et il y avait Stéphinel. Mais ce qui a vraiment diffuser l'informatique dans les cabinets d'orthophonie, ça a été l'apparition de la carte vitale. Parce que le fait que les patients soient remboursés en 3 jours au lieu de 5 semaines, c'était quand même un sacré avantage. Et donc c'est cette attitude-là d'indifférence que je retrouve à l'heure actuelle chez beaucoup. Beaucoup ne voient pas trop à quoi ça peut servir. Alors il y a d'autres collègues qui ont testé 5 minutes et qui ont quand même voulu donner une chance à ChatGPT et qui ont eu des réponses bateaux, parce qu'en général, quand on ne sait pas s'en servir, on pose une question et ChatGPT répond ce qui est le plus probable, donc forcément c'est bateau. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mais donc c'est logique, c'est inhérent à son fonctionnement qu'à l'origine il fournit une réponse bateau, sur laquelle nous, en tant que bac plus 3, 4 ou 5, forcément on peut être que déçus. Et c'est la réponse grand public, puisque en fait ChatGPT a récolté des statistiques sur n'importe quel site, sur tout un tas de sites internet, c'est monstrueux, la masse d'informations qu'il a collectées. Et donc ils en font un outil qui forcément commence par sortir quelque chose de bateau. On ne voit pas trop comment s'en servir comme assistant quand on se lance pour la première fois. Et donc on en déduit que c'est nul, que ça ne nous remplacera jamais et on devient un peu un snob de l'intelligence artificielle. On décide que ça ne sert à rien et que c'est un truc de geek. Alors il y a quelques orthophonistes geeks, ça existe. Mon mentor, donc celui chez qui j'étais en stage en 3e année en 1991, fait partie de cela, et moi je fais partie des geeks puisque j'ai eu ma première calculatrice dans les mains en 1982, calculatrice programmable, et j'ai absolument voulu maîtriser ça et j'ai trouvé ça magique en fait. Et donc il y avait une sorte de... Je souffre un peu toujours du syndrome de l'objet brillant. Le deuxième gros objet brillant que j'ai eu dans ma vie, c'était Internet. En 1996, j'ai été connecté pour la première fois à Internet. Et alors depuis donc 96, j'avais 26 ans, j'ai jamais connu pareille excitation comme celle que j'ai connue à nouveau avec ce troisième objet brillant qui a été l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pendant les vacances de Noël. C'est mon fils cadet qui m'a fait une démonstration. Et alors là, ça a été extraordinaire. J'ai voulu absolument voir ce qu'on pouvait faire en orthophonie avec ça. Et alors, au début, je me suis dit, peut-être qu'on ne peut rien en faire et que je me force à chercher une utilité à ce truc dans le métier pour joindre l'utile à l'agréable.
Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à lui poser des questions, j'ai appris à discuter avec lui, à lui poser les bonnes questions et à savoir les tourner. Et à force de tâtonner et de lire des trucs, j'ai même acheté des formations là-dessus, et ben à force, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à en faire. Et donc c'est ça que je vais vous présenter dans cette formation-là, qui donc n'est pas une formation pour geeks, qui n'est pas non plus une formation pour ceux qui ont trop la trouille de l'intelligence artificielle, parce qu'on peut avoir une peur raisonnée, c'est un autre type de réaction qu'on peut avoir. Hein. Et moi je oscille tout le temps entre les deux, entre la peur raisonnée tellement c'est énorme ce qu'on voit apparaître depuis quelques mois, que ce soit avec ChatGPT ou avec les générateurs d'images aussi. On peut générer des images qui ont l'air tellement vraies alors qu'elles sont fausses. Il y a vraiment des choses éthiques à faire avec ça, à voir avec ça. Et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, en mai 2023, le PDG de OpenAI, qui est le PDG de la société qui fait ChatGPT, a souhaité qu'une agence, si possible internationale, prenne les choses en main pour contrôler sur le plan éthique, tout en sachant que si on contrôlait, ça n'empêcherait pas les Chinois de progresser si on mettait les Américains si on mettait la pédale de frein en Amérique. C'est compliqué tout ça. Et il y a de quoi vraiment avoir la trouille, surtout quand on a vu Terminator. Mais même, il y a des choses vraiment impressionnantes qui ont de quoi faire réfléchir. Mais bon, nous, qu'est-ce qu'on peut en faire pour l'instant? De toute façon, ça existe. En attendant que ce soit éventuellement interdit, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire un assistant gratuit. Alors vous me direz à quoi ça peut servir d'avoir un assistant en orthophonie, un assistant dentaire, on voit bien à quoi ça sert, mais à quoi ça sert un assistant en orthophonie? Eh bien, songez par exemple à tous les supports verbaux qu'on acquiert. Par exemple, le livre Supports verbaux en orthophonie de Pascal Sellerier, les livres du Centre Étienne Coissard, par exemple, qui sont excellents pour travailler les confusions et les inversions en langage écrit. C'est énorme tout ce qu'il y a. Il y a eu Ordre d'idées aussi de Laurent Bourg, qu'on utilise encore beaucoup. Il y a tout un tas de fichiers maintenant qui circulent, notamment sur le groupe de la téléorthophonie, sur le groupe Facebook. Il y a énormément de choses qui circulent. Mais imaginez que vous puissiez avoir un assistant qui vous rende ça complètement adapté à votre patient, par exemple en choisissant un champ lexical qui le passionne. Vous avez plus de chances d'avoir de l'intérêt de sa part et donc d'avoir une meilleure intégration des compétences que vous voulez travailler. Une meilleure bonne volonté tout simplement avec les patients qui sont un peu mous parfois, soit au début, soit au bout de plusieurs années de rééducation. Et ben, un assistant, ça peut vous fabriquer du matériel pile poil pour vous sans que vous y passiez du temps, pile poil adapté aux patients. Alors, du matériel parfaitement adapté aux patients, on peut le fabriquer soi-même en préparant ses séances. On peut même le fabriquer avec le patient, mais vous avez un énorme gain de temps si quelqu'un peut le faire pour vous. Et si ce quelqu'un est une machine à laquelle vous donnez les bonnes instructions. Et c'est ça que j'ai cherché à apprendre en fait. Avoir les moyens d'apprivoiser ChatGPT et aussi les générateurs d'images dont je vous parlerai aussi, pour gagner un temps fou de préparation de séance et même un temps en séance. Et le patient voit bien qu'on fabrique le truc ensemble et que c'est pour lui et uniquement pour lui qu'on le fabrique et qu'on le fabrique vite. On ne va pas passer une séance entière à fabriquer le matériel. On le fabrique avec lui, devant lui, en cherchant. On peut même utiliser le fait de chercher à fabriquer la requête comme un moyen de travailler le langage écrit. Enfin, il y a énormément d'implications cliniques à tout ça. Donc cette formation va vous servir à apprendre à vous en servir. C'est ça le but premier, et aussi à utiliser ce que j'ai fabriqué pendant tout le temps où j'apprenais moi-même en fait. J'en suis à 104 prompts. Les prompts, c'est les questions qu'on pose à ChatGPT. Et je vais vous les donner, ces prompts, et je vais vous expliquer comment les fabriquer vous-même, comment les changer vous-même. C'est des prompts qui peuvent servir à plein de choses et qui ne sont pas uniquement pour un patient, parce que sinon on retombe dans le système des livres tout faits. Ou des PDF tout faits, ou des PowerPoint tout faits. Non, là, on est dans quelque chose de souple que je vais vous apprendre à fabriquer et qui vous fournira une base en fait. Vous ne partirez pas de rien puisque vous aurez mes 104 prompts. Alors tout ça, c'est une base améliorable, comme je vous le disais, mais on peut faire des prompts pour soi et ou pour le patient. On peut faire des prompts sans suite ou des prompts interactifs. Qui vont être donc une discussion entre le patient et l'intelligence artificielle. On peut générer des listes pour remplacer les supports verbaux dont je vous parlais, pour enfants, pour adultes. On peut générer des exercices tout faits
et aussi des exercices qui peuvent servir soit en séance, soit aussi pour les aidants, soit pour le patient tout seul s'il est autonome, quand il est tout seul chez lui. On peut donc générer des images, si je vous en parlais, avec des outils comme Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E, ou alors aussi le nouvel outil d'Adobe que je vous montrerai. On peut lui poser des questions cliniques. Alors là, il faut faire attention évidemment à la véracité des choses, mais sur ce plan-là, je vous expliquerai comment faire pour avoir des réponses qui sont plus vraisemblables que d'autres et sourcées, puisque le gros reproche qu'on a fait à ChatGPT au début, c'était que c'était pas sourcé et qu'il était capable de dire n'importe quoi. Et il est effectivement capable de dire n'importe quoi. Par exemple, on parle d'hallucinations, je vous mets un lien dans la mind map, il y a des hallucinations de l'intelligence artificielle qui croit voir des choses et qui en fait finalement ne voit rien. Par exemple, à un moment, ChatGPT m'a dit qu'il y avait un B dans chauve-souris, dans un exercice sur le B et le D. Et puis, on peut essayer de s'en servir pour une optimisation administrative de toute la partie dont je vous parle d'habitude d'ailleurs. Donc cette formation va être coupée en 4 parties. La première, c'est comment fabriquer ses prompts. Qu'est-ce qu'on peut demander, comment le demander, quels sont les paramètres qu'il vaut mieux inclure pour avoir une réponse adaptée. Deuxièmement, je vous parlerai de mes 100 prompts que je vous décrirai. Ensuite, je vous parlerai de l'intégration de ChatGPT dans différents logiciels, puisque c'est en train d'arriver grâce à Microsoft, mais pas seulement. Et puis, quatrième chose, on regardera comment générer des images utilisables en orthophonie. Et puis, on conclura. Allez, on commence par le gros morceau, comment utiliser ChatGPT intelligemment.